On vous remercie d'être venu avec le temps qu'il fait. On remercie l'association UDE du Starix qui nous accueille ce soir et qui a assuré l'intendance. Donc la réunion de ce soir, pour les associations du cadre et qui même celles qui sont pas au cadre, mais qui luttent contre ce projet incroyable, on considère qu'on a un devoir moral de vous tenir au courant régulièrement de l'état du dossier. Alors bien sûr, nous ne sommes plus dans les forages, les oppositions physiques aux forages et cette période agitée et mobilisatrice. Beaucoup de gens pensent qu'on a gagné, en particulier parce que Dax, Villassoa, il n'y a même pas eu d'enquête publique, donc il n'y a pas de DUP, on est complètement à l'écart de cette affaire-là depuis un bon moment. Donc les gens pensent qu'on a gagné. Donc vous allez voir ce soir, c'est Pierre qui va vous présenter deux diaporamas. Le premier qui va vous montrer le chemin que nous avons parcouru. Donc il faut se souvenir, parce qu'en 92, quand nous avions commencé, nous étions des Indiens qui voulaient rester dans la réserve, des gens qui n'avaient rien compris au progrès, et puis même en 2006-2009, on était encore des débiles. Hein, vous vous rappelez que M. Rousseau nous a dit on ne voulait pas le LGB, donc on était des débiles. Bon, on va voir ce que les arguments des débiles sont devenus aujourd'hui. Vous verrez qu'on ne s'en est pas trop mal tiré, ces débiles. Et après, vous verrez aussi les obstacles qui restent encore et pourquoi il n'y a pas une décision officielle d'arrêt de projet. On vous donnera notre analyse de pourquoi aujourd'hui le gouvernement ne va pas juste l'abandon du projet. Mais d'abord, on vous présente donc les deux formes de la situation. Bien, bonsoir à tous. Effectivement, Alain Rousset disait que nous étions des débiles, mais nous tenions des propos absurdes. Alors voilà les propos qu'on donnait, et vous allez voir ce qu'on en dit aujourd'hui. Voilà ce que nous avions dit dès 1994. La priorité au TGV, au détriment des réseaux régionaux et de la marchandise, a cassé la dynamique du rail en France. Le tout TGV cannibalise donc la SNCF. Les GV sont trop coûteuses et plombent le déficit de la SNCF, et nous l'avions démontré dans 2 livres. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Voilà un rapport parlementaire de 2016. Vous pouvez le lire. La montée en charge des 4 grands programmes de la politique du tout TGV mise en œuvre à partir du Grenelle de l'environnement en 2009 explique l'essentiel de la dette ferroviaire. Ces investissements vont contribuer à une rapide hausse de la dette de RFF avec une augmentation potentielle de 2 à 3 milliards d'euros par an. C'est ce que nous disions. Peut-être pas aussi précisément. Monsieur Léon Charles, c'est un maître de conférence en économie à l'université de Rennes 2. Voilà ce que dit ce monsieur. Dans les années 1980, le développement de la grande vitesse a conduit à un endettement massif de la SNCF. Puis au fur et à mesure de la construction des nouvelles lignes LGV, les dépenses sont devenues de plus en plus massives. Gilles Savary, vous savez, c'était un pro-LGV, qui est devenu un anti-LGV. En juin 2016, alors lui, il va plus fort en disant, avec les délirantes LGV promues par Jean-Louis Borloo et Dominique Cusco, l'endettement est passé de 1,5 à 3 milliards d'euros par an. Donc, nous avions déjà raison. Toute la presse spécialisée est unanime aujourd'hui pour reconnaître que la création des lignes à grande vitesse a creusé la dette de SNCF Réseau. Et depuis 5 ans, l'accélération de l'endettement est due en grande partie au projet de développement des 4 dernières LGV, dont la Tour Bordeaux. Nous avions dénoncé une sous-estimation de la maintenance du GPSO. Vous savez, RFF nous avait annoncé des chiffres de maintenance complètement aberrants. Quant aux frais d'exploitation de maintenance, RFF les évalue à 89 millions d'euros par an pour 417 km de ligne. 417 km de ligne, c'est la longueur du GPSO. Alors
si vous faites un rapide calcul, ça fait en gros 213 000 euros du kilomètre, alors qu'il s'élève à 212 millions d'euros pour les 350 km de la LGV Nord. Et dans toutes les études, les dépenses de maintenance ont été toujours largement sous-estimées. Tout ça pour un bénéfice, pour prouver que la LGV a un bénéfice socio-économique, on baisse les prix de la maintenance. Aujourd'hui, le rapport Oxford nous indique, 5 ans après l'ouverture de la LGV est-européenne, nous constatons que le passage de 300 km à 320 km/h augmente de 10% le coût de la maintenance. Parce que RFM ne dit jamais à combien revient la maintenance. Alors là, vous allez avoir les 5 minutes gagnées à terme sur l'ensemble du parcours Paris-Strasbourg-Valentin, les 6 000 à 8 000 euros par kilomètre de surcoût annuel de maintenance qu'elles engendrent. Donc, on sait que pour passer de 320 à 320 km/h, ça revient 10% du coût de la maintenance. Et le Oxford nous indique que cela revient de 6 000 à 8 000 euros. Donc la maintenance revient elle revient à 600 000 ou à 800 000 euros par kilomètre et non 213 000 euros comme l'indique les Réseau Ferré de France. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, pas 6 000, c'est 600 000. Non, c'est pour 10% représente 6 000 euros. Donc 100% représente 600 000 euros. Et non pas 213 000 euros comme on nous le dit. Donc c'est un peu technique. Depuis des années, nous affirmons que la modernisation des réseaux existants peut donner des performances similaires. La traité de débit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Le rapport mobilité 21 nous donne raison. Une modernisation de l'existant permet souvent d'atteindre une performance quasi équivalente à celle d'une nouvelle infrastructure pour un coût et une empreinte écologique bien inférieure. Elisabeth Borne, récemment, dans une interview aux Échos, confirme, dans le ferroviaire, ça on aurait bien aimé l'entendre il y a quelques années, dans le ferroviaire, avant de construire une nouvelle voie, il faut d'abord se demander comment innover pour tirer le meilleur parti de l'infrastructure existante. Dès le début, nous avons dit, il convient d'optimiser le réseau ferroviaire pour obtenir un relèvement des vitesses de circulation. Fiabilité, régularité et qualité de service sont plus importants que de simples gains de vitesse pouvant être obtenus avec l'aménagement du réseau existant à moindre coût et avec une empreinte écologique bien moins importante. Nous étions débiles. Aujourd'hui, les préconisations du rapport Bianco. M. Bianco dit qu'il faut développer une nouvelle offre de transport, s'articulant autour de trains circulant à 200 km/h, utilisant le plus souvent et le plus possible les voies existantes et offrant un niveau de service de très bonne qualité. Le rapport récent du Conseil d'orientation des infrastructures nous dit l'opportunité de lignes nouvelles Bordeaux-Dax doit être réinterrogée à plus longue échéance. Il semble en effet au Conseil, ce que l'on dit depuis le début, que moyennant des travaux de relèvement de vitesse sur la ligne classique, il est possible d'obtenir quasiment les mêmes bénéfices qu'une ligne nouvelle et à un coût bien moindre. Ça a été dans le rapport. Ça, c'est écrit dans le rapport. En 2018, c'est magnifique. Là, Rousset n'a pas réagi. Il n'a pas dit qu'ils étaient débiles. C'est ça. Depuis longtemps, nous préconisons l'utilisation des trains pendulaires sur les voies existantes pour augmenter la qualité des trains et du système de signalisation ERTMS, c'est un système européen, pour augmenter la capacité des lignes et la sécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce que dit la Cour des comptes? En octobre 2014, elle préconise de repenser la grande vitesse. L'innovation pourrait en effet se développer vers des transports rapides sans construction de LGV, comme l'exemple du train pendulaire l'a montré. Le système ERTMS va être installé sur la LGV Paris-Lyon, proche de la saturation. Il y a 240 trains par jour, 200 confondus.
Cela permettra d'offrir 16 trains par heure au lieu de 13. La ligne classique Marseille-Vintimille sera prochainement équipée. Pour Elisabeth Borne, la ministre des Transports, voilà ce qu'elle dit, c'est d'abord un projet au service de la modernisation du réseau qui montre que l'innovation est une bonne réponse pour mieux utiliser nos infrastructures ou les infrastructures existantes. Aux élus, nous avions dit, la LGV n'aménage pas le territoire, elle le déménage en renforçant la métropolisation. Les grandes villes sont seules les grandes gagnantes. Elles ne désenclavent pas, au contraire, elles risquent de désorganiser le territoire par l'effet tunnel, c'est-à-dire le train ne s'arrête pas. Il part d'un point A, il va à un point B, et il passe dans toutes les gares intermédiaires sans s'arrêter. Aujourd'hui, ce monsieur Hugo Crozet, qui siégeait au conseil d'administration de SNCF Réseau, était un fervent partisan de la LGV, qui a refusé d'ailleurs de préfacer un de nos livres, parce qu'il voulait garder son indépendance. Et bien, qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas attendre de miracle du TGV sur les territoires. Le TGV accompagne la croissance, il ne la crée pas, il ne fait pas de miracle, car la macroéconomie va mal. Ensuite, compte le dynamisme propre de l'agglomération. Quand le TGV est arrivé à Metz et à Nancy en 2007, il ne s'est rien passé. La Lorraine a perdu près de 5% de ses emplois depuis 2008. L'erreur, c'est de croire qu'une réussite locale peut être transférée par la magie d'une offre ferroviaire. C'est à demander si nos élus disent ce genre de rapport. Ils savent pas lire. Nous avons réfuté l'affirmation qu'une LGV était créatrice d'emplois. Argument des promoteurs et des décideurs. Il faut une LGV, on va développer des emplois. En 1995, il était annoncé 17 500 emplois pour la construction de la LGV Tours-Bordeaux. En 2008, le Conseil régional d'Aquitaine vote une motion sur la LGV Tours-Bordeaux, signée par son président Alain Rousset. C'est pas notre tête de Dieu. Premier chantier de travaux publics en France avec 100 000 emplois à la clé. Ça, vous avez la délibération numéro 2008 de 973, on n'invente pas. En 2009, cela a enjupé la construction des 303 km de LGV Tours-Bordeaux représenterait pas moins de 100 000 emplois par an pendant toute la durée du chantier. Puis, 1000 emplois directs et entre 5 800 et 8 500 emplois indirects. Déclaration faite à l'Express. Avec le TGV, Bordeaux rêve de 100 000 emplois. Voilà ce qui était dit. À l'arrivée, ce sont 4 500 emplois, dont 1 300 créés pour la durée du chantier de la LGV Tours-Bordeaux. Des emplois d'ailleurs étaient déjà pourvus pour celle de l'ISEA et de ses sous-traitants. La ligne mise en service, la majeure partie des personnes embauchées s'est retrouvée au chômage. L'ISEA, qui est la société chargée de la maintenance de la ligne, a créé 180 emplois. Pour Yves Crozet, voilà ce qu'il dit. Certes, autour de la gare Bordeaux-Saint-Jean, je ne sais pas si vous êtes allé à Bordeaux, entièrement refaite, se construisent des hôtels et des immeubles de bureaux. Mais est-ce de la création d'activité ou de la relocalisation? Comme on l'observe généralement, ce n'est pas la gare qui crée l'emploi, mais la tendance macroéconomique. Vous savez, par exemple, à Bordeaux, ils sont très fiers, autour de Belsier, ils ont fait un énorme, ils ont abattu le quartier qui était vétuste, ils construisent des immeubles, et bien, quand vous voyez, la plupart des entreprises, elles étaient à Mérignac, et se sont délocalisées, ils viennent de se mettre au contact de la gare de Bordeaux. La caisse d'épargne qui était à Mériadec, elle est venue se coller au niveau de la gare. Donc ce sont des relocalisations, mais ce n'est pas de la création. Et regardez ce qui se passe dans la région Nord-Pas-de-Calais. Elle a gagné beaucoup d'emplois après l'arrivée du TGV en 1993 du fait du boom économique des années 1990. Et la même région en perd depuis 2008, alors que Lille
est la ville d'Europe la mieux desservie en TGV. Ça, c'est Yves Crozet qui nous le dit dans une interview à Usine de Nouvelles. Comme quoi, il n'y a pas de relation directe entre la création d'emplois et une LGV. En continue, nous affirmons qu'il n'existait que peu ou pas de corrélation entre LGV et attractivité des villes moyennes desservies. Parce qu'on vous dit, vous allez avoir une LGV, les gens vont venir chez vous, le tourisme va être favorisé du fait de la présence d'une LGV. L'Université Paris-Dauphine avait fait cette étude qui montre, si l'on compare à gauche les villes qui sont les plus attractives et à droite les villes qui sont desservies par la LGV. Et vous voyez que les villes les mieux desservies par la LGV, c'est-à-dire Lille, etc., sont en fait les lanternes rouges de l'attractivité. Toutes les villes qui sont attractives sont en vert, elles ne sont pas desservies par la LGV. Toutes les villes qui sont non attractives sont en rouge et elles sont desservies par la LGV. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune corrélation. En 2012, d'ailleurs, Marie de la Place, dedans, on a essayé de la faire venir plusieurs fois, mais on n'y arrive pas. C'est une urbaniste. Elle a fait une étude, une analyse intitulée TGV, développement local et taille des villes. Une analyse en termes d'innovation et de services. Et elle montre que les villes petites et moyennes sont globalement désavantagées dans la possible émergence d'effets. Et elle explique pourquoi. C'est un peu technique, mais elle prouve bien qu'il n'y a aucune corrélation entre l'attractivité d'une ville et une LGV. Nous avons cessé de répéter, la LGV participe à l'assèchement de la desserte des villes moyennes et au démantèlement du réseau ferré classique. Et qu'à voir ce qui se passe, on a développé des LGV et notre réseau classique est out. Et il est à rénover entièrement. Et en plus, vous allez voir que les villes moyennes sont beaucoup moins bien desservies par la LGV. La FNEUT ne nous est pas pourtant favorable. Dans une étude, en 2011, constate que, avec le développement des LGV, elle constate la stagnation ou l'affaiblissement très sensible des relations ferroviaires, parfois avec Paris, mais surtout avec les grandes villes de province. De nombreuses villes moyennes auparavant bien desservies par les trains classiques de jour et de nuit, par exemple Chartres, Saumur, etc., sont moins bien desservies du fait de la présence d'une LGV. Elle constate également l'assèchement de plusieurs lignes classiques et la dégradation des relations des villes moyennes entre elles et avec les métropoles de province. La LGV, c'est fait pour aller vite d'une grande ville à une autre. Très tôt, nous avions tiré la sonnette d'alarme. Peu de trains s'arrêteront dans une ville moyenne desservie par une LGV. On nous disait ce n'est pas vrai. On essayait de faire avouer à SNCF Réseau combien de trains vont s'arrêter à Bayonne, combien de trains vont s'arrêter à Dax. Les chiffres n'étaient jamais les mêmes. À Dax, ils gonflaient le nombre de trains qui allaient s'arrêter. Quand ils venaient à Bayonne, ils disaient l'inverse de ce qu'ils avaient dit à Dax. Bref, aujourd'hui, en 2016, que constate l'association d'élus, Ville de France, une association, dans plus de 40 villes, de 20 000 à 100 000 habitants. C'est-à-dire le Pays Basque est dans cette frange de population. La réorganisation de la desserte TGV a conduit à la suppression de dessertes journalières ou de la seule desserte subsistante, voire à la substitution de la desserte TGV avec un rabattement organisé par TER à partir de la métropole la plus proche. La SNCF ne raisonne plus qu'en termes de remplissage, origine-destination, avec des liaisons de métropole à métropole. Arras, je donne un exemple, avec 3,7 millions de passagers par an, a vu sa desserte TGV passer de 33 fréquences par jour dans les années 1990
à 11 en 2016. En 20 ans, la desserte globale sur la LGV Paris-Nord a été divisée par 3. En 2007 et 2018, plusieurs villes situées sur les LGV dénoncent des dessertes insuffisantes. Alors, si vous lisez un petit peu la presse, regardez. LGV, des trains moins nombreux et des bordeliers en colère. TGV, arrêt menacé à Quimper, les élus craignent une diminution des dessertes. TGV en Cornouailles. Voilà. TGV, les villes moyennes ne veulent pas perdre la desserte. TGV, supprimé entre Bordeaux et Angoulême, les usagers et élus sont en colère. Et vous en avez d'autres. Châtellerault, les flops de l'année 2017. Je sais plus, Victor, on a recensé, je ne sais plus combien d'articles. Là, vous avez sur la table, je crois qu'il y a 53 pages d'articles de ce type-là. Il y en a autant pour le bruit que tu vas développer tout de suite. Voilà. Les élus charentais, au fait, la SNCF n'a pas respecté ses engagements, etc. Donc ici, quand on met la LGV Bordeaux-Espagne, on aura tous les TGV qui s'arrêteront à Mayotte, c'est pas vrai du tout. On va perdre beaucoup. Nous avions mis en garde, peu de trains s'arrêteront dans les gares ex-urbanisées, c'est-à-dire les gares qui ne sont plus en centre-ville. Chose qu'ils vont faire, par exemple, pour Mont-Marsan. Puisque la gare sera à Lucardès, à 12 km de Mont-Marsan. 17 même, oui. Ça va être la même chose à Montauban, ça va être la même chose à Agen. À Dax aussi. Et à Dax aussi. Et Dax et Bayonne, puisque la LGV évite les deux villes. Voilà. Donc, voilà ce qu'on avait dit. Donc, moins de trains s'arrêteront. Aujourd'hui, la FNAIT, c'est la Fédération nationale des usagers du train, dénonce les effets pervers de l'exploitation du TGV sur la desserte des villes moyennes. Elle dénonce les projets de gares nouvelles TGV ex-urbanisées dont le positionnement aberrant pénalise les dessertes à grande vitesse. Sur les courtes et moyennes distances, il faudrait positionner au croisement avec les lignes TER en assurant correspondance et interconnexion. Je vous donne un exemple. Le TGV s'arrête à Lucardès, à 17 km de Mont-Marsan. Vous voulez prendre un TER, qu'est-ce que vous faites? Montez dans un bus. Vous faites 17 km, vous allez à la gare centrale de Mont-Marsan, et là vous prenez votre TER. Et voilà. Donc, il n'y a plus de connexion avec les TER, avec ces gares ex-urbanisées. Ce sera le cas, donc, de Mont-Marsan et d'Agen. Elle constate que la desserte des villes moyennes, situées sur une LGV, est soumise au bon vouloir de la SNCF qui peut décider d'élaguer ces dessertes ou ses arrêts. Ce sera le cas de Dax et de Bayonne, raison pour laquelle la SNCF ne veut jamais préciser le nombre de TGV qui marqueront l'arrêt dans ces cas. Dès 1994, nous alertions sur les nuisances acoustiques et vibratoires que les riverains devront supporter. Puis, nous avons constaté la législation en vigueur qui ne prend en compte que le bruit moyen et non le pic acoustique du passage du train. C'est-à-dire, quand ils font les mesures acoustiques, ils mesurent le bruit au passage du train, puis après il n'y a plus de train, on continue à mesurer le bruit, et on fait une moyenne sur la journée, il ne faut pas que ça excède 65 décibels. Voilà. Alors que les riverains vous disent, quand le train passe, c'est 95 décibels qu'on entend, plus des vibrations acoustiques. Et en plus, les gens qui sont situés à 200 mètres de la voie entendent le train alors qu'on leur dit que vous n'avez aucune nuisance et vous ne serez pas dédommagé. RFF balayait nos arguments en affirmant RFF ira chaque fois que cela est possible au-delà des objectifs réglementaires. En ce moment, vous avez une bagarre sur la LGV Tours-Bordeaux, sur la LGV Bretagne, où les riverains sont hors d'eux, vous allez voir. Aujourd'hui, la presse fait l'écho de l'exaspération des riverains. Regardez, Charente, plus de 300 personnes rassemblées contre les nuisances de la LGV.
Les riverains de la LGV veulent unir leurs forces contre la SNCF. Le bruit du TGV devant la préfecture à Poitiers. Le Mans, 300 riverains de la LGV devant la préfecture de la Sarre. Les laissés pour compte de la LGV s'exaspèrent. Les ensonnants en vibration, les riverains de la ligne à grande vitesse rassemblés hier. Bon, bref. Manifestation contre une LGV dans la Sarre. On verse au monde l'usance de la LGV. Ils appellent à l'aide de Nicolas Hulot. Les riverains de la LGV veulent des solutions anti-bruit. Pourtant, vous avez dit, il y aura des murs anti-bruit, ne vous inquiétez pas. Les gens disent, on a l'impression qu'il y a un avion qui nous rentre dans la maison quand le train passe. Voilà. Les riverains qui veulent porter plainte. Donc, tous les jours, vous avez ça dans la presse. Et j'entends hurler le train à Colombier. Voilà. Si bien qu'on envisage maintenant, aujourd'hui, les institutions enfin réagissent. Le Sénat adopte un amendement le 28 mai 2018. Voilà ce que dit le Sénat. Il devient en effet particulièrement urgent que soit prise en compte à la notion d'émergence de bruit, c'est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au passage des TGV pour repenser et compléter les dispositifs de protection en vigueur afin qu'ils soient réellement efficaces au plan phonique. Cette décision du Sénat donne 5 mois au gouvernement pour modifier les critères de mesure du bruit provoqué par le TGV sur les lignes à grande vitesse. Elisabeth Borne envisage de revoir la législation. La réglementation doit être revue, car les règles actuelles ne traduisent pas le ressenti des populations. Avec une évaluation en bruit moyen, il ne traduit pas les pics qui gênent les riverains. Alors, tout ça pour vous dire que si par hasard elle faisait la LGV entre Bordeaux et l'Espagne, je préfère vous dire que le coût qui est annoncé aujourd'hui ne sera pas le coût de demain. Parce que là, les protections phoniques, elles devront être majeures. Et ça coûtera très cher. Dès 2011, nous avons dénoncé le bilan carbone réalisé par RFR. Vous vous souvenez, je vous avais dit, au bout de 10 ans, au bout de 7 ans, puis au bout de 10 ans, on rattrapera donc le carbone dégagé par la construction du LGV. On l'avait qualifié à l'époque de folklorique, car l'approche était partielle, elle ne tenait pas compte de la fabrication des bois, bien sûr, ça génère pas de gaz à effet de serre, de fabriquer des bois, des gares, du matériel roulant, de la maintenance, entretien du matériel et du réseau, de l'énergie dépensée en traction, etc. On dénonçait un bilan carbone basé sur un report modal massif totalement illusoire. C'est-à-dire, on disait, ce que je dis aujourd'hui, on va enlever les camions de la route, on va également enlever les voitures de la route, et tout le monde va prendre le train. Aujourd'hui, Elisabeth Borne ne semble pas considérée comme fiable les bilans carbone élaborés à la demande de RFF. Voilà ce qu'elle dit. J'ai demandé à mes services qu'on ait le bilan carbone d'une LGV en tenant compte de la construction de la ligne, ce qu'on dit depuis le début. Et à mon avis, le bilan carbone d'une infrastructure de ce genre, à coup de béton et d'acier, doit être intéressant et doit s'amortir sur un certain temps pour arriver à un bilan satisfaisant. Lors du débat de 2006, nous dénoncions des trafics surestimés. RFF prévoyait pour 2014 140 trains. 2014, on est en 2019. 140 trains avant la mise en service de l'Y-Pass. Effectivement, l'Y-Pass n'est toujours pas en service. En 2014, vous avez le schéma qui a été proposé dans le débat public, 140 trains en 2014. Aujourd'hui, en 2014, le Conseil scientifique de l'Observatoire des trafics à la frontière franco-espagnole qui se réunit à Bayonne reconnaît en séance que les trains qui arrivent et repartent d'une gare après un arrêt de quelques minutes sont malheureusement comptés 2 fois. Là, c'était une séance houleuse, on s'est vraiment marré. Cette double comptabilité perdure depuis le débat public. Donc tous les chiffres qui ont été annoncés au débat public sont faux.
Et cette fausse base a servi à bâtir toutes les prévisions de trafic. En 2017, en février 2017, sur le pont Adour à Bayonne, qui est le point le plus contraint de la ligne, puisque là vous avez les trains qui vont vers Andaille, mais vous avez également les trains qui vont vers Pau, ceux qui vont vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Eh bien, par jour, 200 confondus, vous avez 45 TER, 10 TGV et 12 trains de fret, soit 67 trains par jour. On est bien loin des 142 trains qui étaient annoncés en 2014. Et là, on est en 2017. Et ça n'a pas monté depuis. De même, nous avions dénoncé un trafic fret surestimé. Vous voyez sur le schéma, c'est entouré. En 2020, RFF prévoyait 160 trains de fret. C'est-à-dire l'an prochain, il y a 160 trains de fret qui devraient passer sur la ligne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça, c'est la carte des péages de la SNCF Réseau. C'est que chaque fois que passe un train, la SNCF Réseau perçoit le péage, comme les ASF sur l'autoroute. Eh bien, sur cette carte péage, on voit qu'en 2014, 200 confondus, vous avez 14,1 trains de fret, on va arrondir, 14 trains de fret en sortie de Bordeaux, 13,8 trains de fret entre Dax et Bayonne, et 10 trains et demi de fret à la frontière, 200 confondus. Et là, nous avons annoncé 160. En 99, il y avait 10 trains par sens entre Andaille et Bayonne. Aujourd'hui, il y en a la moitié. Exactement. Nous avons demandé l'abandon du projet GPSO. Aujourd'hui, nous avons convaincu la commission d'enquête publique qui a donné un avis défavorable. Les ministres en préposition, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est sortie maintenant des radars, et à propos de la LGV Bordeaux-Espagne, elle disait: il existe un questionnement. A-t-on vraiment besoin de cette portion nouvelle? Y a-t-il vraiment un risque de saturation? Besoin d'une alternative à la ligne actuelle à un horizon proche? Elle n'est pas tort, quand même. Jean-Marc Ayrault. Mon diagnostic, c'est que la focalisation exclusive sur les grands projets masque les vrais enjeux des transports qui sont des transports au quotidien, sur lesquels le potentiel d'amélioration est énorme. Ne soyons pas polarisés sur les seules lignes à grande vitesse lorsque des trains circulant à 200 km/h à un coût moindre pour les voyageurs peuvent rendre un service économique et social supérieur. Je veux des transports sobres, etc. Voilà ce que disait Jean-Marc Ayrault. Ce monsieur, ancien ministre des Transports, Frédéric Chevalier, seul le tout TGV est abandonné, c'est-à-dire des annonces de chantiers pharaoniques au mépris des besoins des autres territoires. Ça les a pas empêchés de continuer, quand même. Manuel Valls, qui avait qualifié d'erreur le tout TGV. Le choix des majorités précédentes a été au développement à tout craint de nouvelles lignes. La priorité doit changer. Il s'agit de concentrer les moyens humains et financiers sur les lignes les plus empruntées sur les transports du quotidien. Nicolas Hulot, à propos des LGV, le plus urgent pour les transports des Français, ce sont les TER, le RER et le métro. Et quand on l'a interviewé lors de l'inauguration sur France Info, voilà ce qu'il disait: ce n'est franchement pas la priorité, en parlant des LGV, si on avait les moyens, volontiers. Moi, je découvre qu'on n'a pas les moyens, le réseau ferré perd 1 milliard d'euros chaque année, ou on dissimule et on creuse la tête, et ça va être de pire en pire, ou on décide des priorités. Et ils ont tous disparu des paysages gouvernementaux. Aujourd'hui, c'est Guillaume Pépi, PDG de la SNCF, qui explique dans un entretien sur RMC: il y a peu de chances d'assister à la construction de nouvelles lignes à grande vitesse. De mon vivant, j'en doute, répond-il, ajoutant qu'il assume la décision de renvoyer au calendier de grec les éventuels chantiers de nouvelles LGV dans le GPSO. Aujourd'hui, c'est Elisabeth Borne qui reste encore évasive. On va essayer de ménager un peu la chair et le chou, parce que tous les jours à sa porte, elle a Carole Delga, elle a Rousset, elle a la Juppé, qui viennent d'Oudin, le maire de Toulouse, qui sont présents. Elle dit: c'est important de ne pas tabler uniquement sur les nouvelles infrastructures. Il y a des besoins sur les réseaux existants, et il n'y a rien de plus mauvais que d'oublier l'entretien, la rénovation des réseaux,
Forcément, la priorité, c'est de maintenir nos réseaux en l'état et de s'assurer que leur performance reste satisfaisante. C'est Emmanuel Macron, qui n'est pas plus précis. L'argent doit prioritairement aller à l'entretien, à la modernisation. L'ajustement se fera donc forcément sur les grands projets. Et voilà nos sources. Et voilà. Pour le projet.